La mort de Quentin de Ranc à Lyon n'est plus seulement un fait divers, elle a dépassé ce stade. La droite, l'extrême droite ont décidé de s'en emparer. Récupération politique. La droite parle de dérive antifasciste, la gauche dénonce une instrumentalisation. Et au niveau judiciaire, 11 interpellations, dont 2 assistants parlementaires du député LFI Raphaël Arnaud. Et pendant ce temps, le débat médiatique s'emballe. On assiste à une guerre des récits. Certains médias affirment que le danger serait à l'extrême gauche. Pourtant, les chiffres sont têtus. En France, entre 1986 et 2021, sur 53 meurtres à caractère idéologique qui recensaient, 90% ont été commis par l'extrême droite. Ce soir, avec le chroniqueur politique Paul Hellec et l'essayiste Mathieu Slama, on va essayer de dépasser l'émotion pour comprendre ce que cette séquence dit vraiment de l'état politique du pays. C'est donc parti pour cet entretien ou face à l'info, comme on appelait ça il y a encore quelques temps. Donc bonjour Paul. Bonjour Mathieu, et merci d'être avec nous. Ça faisait un moment que vous n'étiez pas venu sur nos antennes et justement débattre de ces questions d'actualité et politique. Et justement, je le disais, donc le traitement de la mort de Quentin de Ranc, militant identitaire d'extrême droite, me semble, moi, complètement déséquilibré. Dans de nombreux médias, on en fait même un martyr. La question que l'on peut se poser, c'est qui impose ce récit de ce drame aujourd'hui en France? C'est les chaînes d'infos, c'est les réseaux sociaux, c'est les responsables politiques. Messieurs, je vous pose la question. La responsabilité partagée, il est évident que l'extrême droite a donné le là du récit médiatique, en tout cas du cycle médiatique qui s'est ouvert depuis cet événement tragique à Lyon, dans le sens où on a bien vu les membres du collectif Némésis, par exemple, qui est encore une fois un collectif d'extrême droite, et ensuite toutes sortes de commentateurs et d'invités d'extrême droite venir marteler une version des faits qu'il a fallu attendre quelques jours pour être démentie. Notamment du fait qu'on a bien vu que ce Quentin n'était pas, comme le disent par euphémisme les médias, un militant identitaire ou nationaliste, mais bien un militant d'extrême droite, participant de groupuscules violents, antisémites, l'Action française en l'occurrence, mais pas que, ayant participé à des manifestations néo-nazies, comme celle du comité du 9 mai à Paris l'an dernier, et qu'il faisait partie d'un groupe qui est venu en amont armé, cagoulé, qui est régulier des actions violentes. Donc l'extrême droite a pris les devants du récit, ce qu'elle fait systématiquement, et elle a une capacité à installer des polémiques de ce type. Et ensuite, ce qui est peut-être le plus dramatique, c'est la reprise, par le sensationnalisme médiatique des faits les plus macabres pour pouvoir agiter le débat politique, et ensuite des dirigeants politiques de ce pays qui systématiquement n'opposent absolument aucune forme de résistance ou de critique de ce discours d'extrême droite et le reprennent à leur compte. En général, de façon assez apaisée, que ce soit du côté de la Macronie ou de toutes les nuances de droite qui se disputent leur place avec le Rassemblement national. Mathieu ? Oui, alors il y a eu donc ce drame, parce que c'est un drame, en plus dans les conditions qui sont celles de la mort de Quentin, c'est effroyable et c'est un drame et on ne peut que le condamner. À la suite de cela, moi ce qui m'a frappé, c'est d'abord tout de suite l'instrumentalisation de certains partis, notamment évidemment le Rassemblement national, mais aussi une partie de la droite, qui ont tout de suite instrumentalisé avant même le moindre information de l'enquête, etc. Et je me rappelle, dès le premier jour où des informations venant en particulier de mouvements d'extrême droite commencent à fuiter, tout de suite, certains s'en emparent pour l'instrumentaliser et pour tout de suite cadrer un narratif qui est celui de le danger mortel en France, c'est l'extrême gauche. Alors, en fait, ça s'est passé aux États-Unis, après la mort de Charlie Kirk. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que un drame a lieu, et tout de suite après, Trump et les Trumpistes ont tout de suite dit c'est la faute de la gauche, c'est la faute des woke, voilà, c'est la faute de etc. Des démocrates, et des démocrates, voilà. Et donc, ce qui m'a frappé, moi, c'est-à-dire les mêmes mécanismes, c'est-à-dire le mépris pour, d'une part, l'enquête, pour la vérité judiciaire, ça n'a plus d'importance. Tout de suite, on a un drame et on se jette dessus pour l'instrumentaliser, pour diaboliser la gauche. Donc moi, c'est vraiment ce mécanisme-là qui m'a frappé. On voit que ça continue, on va en parler. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça,
je pense, peut-être qu'on en parlera aussi après, mais il faut aussi s'interroger, notamment, il faut que la gauche radicale aussi s'interroge, notamment sur son rapport à la violence, parce qu'il y a des choses qui se sont passées, manifestement, qui sont tout à fait choquantes. Et il faut aussi avoir un regard critique sur la question de la violence au sein de la gauche radicale. Moi, je suis un partisan de la non-violence, on en reviendra sur ce point-là, mais je pense que c'est un point qu'il faut absolument clarifier, et donc il ne faut pas non plus être dans le déni par rapport aux responsabilités de ce qui s'est passé non plus. Voilà. Dans les médias, justement, on voit de plus en plus cet effet qui veut qu'on mette un signe égal entre extrême droite et extrême gauche, justement après ce terrible fait divers. Quel est le danger, justement, Paul, à vouloir nous signaler quasiment que c'est la même chose ? D'abord, ce serait le danger, pour ceux qui ont une conscience des faits, de falsification historique. Tout simplement. Les chiffres que tu as donnés tout à l'heure sont issus d'une étude scientifique. Il a fallu attendre 3 jours pour que des médias commencent, dans les médias mainstream, à faire leur travail et à regarder les seuls travaux sur lesquels on peut faire référence, à savoir ceux des sciences sociales, des historiens, des sociologues, des politistes. Il s'agit notamment des travaux d'Isabelle Sommier, qui s'appelle « Violence politique en France », qui est un long ouvrage qui regarde 6000 événements de violence politique qui vont de la simple dégradation à l'acte terroriste, et donc de très grandes natures différentes, et qui montre effectivement un rapport de 1 à 10 entre les actes attribués à des membres de la gauche et ceux de l'extrême droite, qui a une violence répétitive, régulière et installée. Et cette falsification, elle se pose aussi, en dehors de la question numérique, sur la question de la nature de cette violence. La question de la mort et de la violence est consubstantielle au projet fasciste. Le fascisme, dans une définition, je dirais, ramenée à l'essentiel, c'est un projet de régénération du corps national par la purge des éléments halogènes, c'est-à-dire identifiés comme étrangers, et qui passe nécessairement à terme par l'extermination physique des opposants. C'est comme ça que se sont opposés les régimes fascistes au début du XXe siècle. On peut se rappeler par exemple le cri franquiste « Abat l'intelligence, vive la mort », lancé par le général José Milán Asrey en 1936. Voilà. Et en vérité, on ne retrouve pas ça, puisque à gauche, tout simplement parce que la gauche, c'est le parti de la vie. Ce sont des partisans, des amoureux de la vie, au sens où si tous ces militants continuent tous les jours de se battre pour améliorer les conditions matérielles d'existence, pour pouvoir obtenir des libertés supplémentaires, des droits politiques supplémentaires, c'est justement parce qu'on doit chérir la vie, que l'on chérit la vie, et que de fait, la vie est une valeur centrale. Dans un élan de romantisme, Che Guevara disait « L'amour est une des qualités principales d'un révolutionnaire ». Voilà, c'est ça la différence. Donc, falsification historique, et puis ensuite, banalisation de l'extrême droite qui, à force de processus de dédiabolisation et à force de reprise, surtout, j'insiste de nouveau, de la part de la droite, de l'extrême droite, de leurs discours, de leurs idées et de votes en commun, finissent par faire oublier que ce projet de l'extrême droite est un projet dangereux à tout égard. Dangereux pour les populations, surtout quand elles sont noires, homosexuelles, juifs, communistes, militants pour des idées aussi simples que le SMIC à 1 700 € ou que sais-je. Et puis un danger pour la société tout entière, à partir du moment où c'est un projet qui veut embarquer dans une transformation de régime et l'installation d'un joug autoritaire fondé sur la violence. Donc voilà, je pense que c'est ça le danger. Mathieu, vous parliez justement de la violence aussi à gauche, mais est-ce que vous mettriez sur le même plan l'extrême droite et l'extrême gauche ? Non, bien sûr que non. D'abord, c'est très simple ce qui est en train de se passer, quelque chose qui se joue depuis un certain nombre d'années, qui est une opération de blanchiment moral de l'extrême droite, qui, stratégiquement, nous explique que la vraie menace et le vrai camp anti-républicain, c'est l'extrême gauche. Mais sachant que dans l'extrême gauche, l'extrême droite met à peu près toute la gauche. Donc, c'est très grave ce qui se passe actuellement parce que, encore une fois, le principal parti de l'extrême droite aux portes du pouvoir en France nous explique que c'est un parti parfaitement républicain. Et vous avez des gens pour le croire, en fait. Ouais. Et que de plus en plus, c'est cru. Et qui dit, le danger en France, le danger mortel, c'est LFI et l'extrême gauche. Évidemment, bon, d'une part, philosophiquement, comme Paul l'a dit, on ne peut pas comparer une idéologie d'extrême droite qui est une idéologie qui hiérarchise les êtres humains, qui considère qu'il y a des êtres humains qui valent davantage que d'autres, puisque c'est le principe même de l'extrême droite, avec une idéologie, notamment de la gauche radicale, qui est une idéologie progressiste, émancipatrice. Donc c'est déjà un contresens historique, moral, etc. Mais une fois qu'on a dit ça,
Alors, en plus, donc il y a soit cette espèce d'équivalence et avec la possibilité même d'un front républicain inversé. Oui. C'est quand Jordan Bardella parle on va y venir, parle d'un cordon sanitaire, on parle de ça. Maintenant, il faut aussi que la gauche radicale s'interroge sur son rapport à la violence. Il y a des personnes au sein de la gauche radicale, alors c'est un vieux débat qui date du siècle dernier, sur le rapport à la violence dans les luttes, etc. Mais il y a des gens au sein de la gauche radicale qui considèrent que la violence est légitime, notamment face à l'extrême droite, pour imposer ses idées dans le cadre des luttes, etc. Je pense que dans le courant antifasciste, c'est un courant qui est traversé par plein de divisions. Il y a un courant antifasciste tout à fait pacifique, etc. Mais il y a au sein de ces courants des courants qui sont plus belliqueux, qui valorisent la violence. Et il y a, je pense aussi, chez certains groupes, je pense à la Jeune Garde par exemple, moi je vois un peu leurs publications et tout, il y a une espèce de virilisme, on sent qu'il y a une fascination un peu pour la violence dans ces groupes-là, qui moi me dérange profondément. Et il faut que la gauche radicale tranche. Là, maintenant, en fait, c'est l'occasion de dire on refuse intégralement la violence. Et il faut que LFI aussi soit très clair par rapport à ça, en mode pas de violence, jamais, c'est impossible, parce que les idéaux de la gauche, je vais utiliser juste peut-être une métaphore un peu naïve, mais ne devenons pas des loups face aux loups. Voilà. Restons des agneaux, en quelque sorte, mais dans le sens moral. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser les armes du fascisme contre la menace fasciste. Voilà. Dans le loup et l'agneau, comment filer l'agneau ? C'est la grande question, voilà. Évidemment. Non, mais c'est pour ça. Mais la fin justifie les moyens. Non, voilà. Moi, je dis pas ça. Je dis simplement que non. moi aussi, je pourrais dire la violence, c'est mal, l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. Mais je pense que ce ne serait pas à la hauteur de la réalité que l'on vit dans nos sociétés. C'est bien de le rappeler des fois. Tout d'un coup, on retrouve, je le vois dans le commentariat médiatique des derniers jours, des gens qui découvrent que dans une société qui est fondée sur la compétition pour l'accès aux ressources, la confrontation d'intérêts antagonistes très forts, notamment ceux des groupes sociaux et des classes sociales qui composent ce pays, de la violence. Mais comment ne pourrait-il pas en être autrement ? Comment pourrait-il en être autrement, à partir du moment où notre société est fondée sur des rapports violents. Alors bien sûr, il y a une violence silencieuse, celle que, par exemple, le sociologue Pierre Bourdieu appelait la violence inerte. N'est-il pas violent de pouvoir mourir sur un brancard oublié dans un hôpital parce que le gouvernement a coupé les fonds et a organisé les conditions d'un désastre à l'hôpital public ? N'est-il pas violent de mourir à la rue tout simplement parce que le logement est un bien privé susceptible d'être l'objet de la spéculation ? N'est-il pas violent d'avoir les forces de police qui sont utilisées systématiquement pour réprimer toute forme de mobilisation pacifiste, à savoir des manifestations ? N'est-il pas violent d'avoir une justice qui a enregistré dernièrement cette répression en mettant en prison des centaines de personnes qui se sont mobilisées contre la mort de Naël dans un crime policier, contre le gouvernement dans le cadre des Gilets jaunes ? Bon, alors, vous voyez, c'est ça le problème. Et j'ajouterai une deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes militant, que pour vos convictions, vous avez déjà connu la peur d'être dans la rue, de tendre un tract. Moi, je le sais, j'ai commencé à militer en tant que jeune étudiant, lycéen marxiste à Nice. Et je sais ce que c'est d'avoir peur pour ses idées. Et on nous dit, ne faites rien. Laissez vos librairies être attaquées. Laissez vos événements être perturbés par des violents, puisqu'on a bien vu sur les images que ce sont des gens qui viennent cagoulés, masqués, etc. Dans l'université où j'enseigne, il y a 2 semaines, un étudiant a fini avec un traumatisme crânien. Pas un mot dans les médias. Quelle université ? L'université Nanterre. Ah oui. Le média a fait un reportage. Sujet, effectivement, ça n'a pas fait les grands titres. Et c'est heureux. Mais voilà, et puis c'est ça aussi le problème, c'est qu'on nous parle d'un rapport de la gauche à la violence. Je pense que l'on se trompe quand on le dit. Par contre, il est effectivement vrai que dire qu'il faut s'absouder de toute violence, ce serait essayer de dire qu'il faut vivre en dehors du réel, en dehors de nos sociétés, qui serait une société pas tellement pacifique, et demander de faire un semblant de respecter la paix civile, ça aussi, c'est un acte violent. Je dirais un dernier truc. Vous savez, systématiquement, on le fait auprès des personnes qui vivent les pires violences. Demandez à Assa Traoré si elle a confiance dans la justice, après ce qu'on a vu comme résultat. Son frère est tué par des gendarmes, non-lieu, il ne s'est rien passé, dit la justice française. Demandez à la famille El Kafaoui, dont l'enfant Souey a été tué et qu'on a découvert dans la presse que l'ensemble du dossier d'instruction avait disparu, puis a été retrouvé, selon les informations de la presse, derrière une imprimante. Est-ce que ça, c'est, pas de la violence, de leur demander de dire « mais faites confiance, ne soyez pas violents, tout va bien, monsieur ». Bon voilà, moi je pense que c'est hypocrite ou pire naïf.
J'aimerais, pour poursuivre la discussion, qu'on s'intéresse un peu au groupe militant féministe d'extrême droite, Némésis, qui est plutôt ces dernières années épargné, je trouve, par nos politiques. On se souvient de Bruno Retailleau qui les avait quasiment adoubés. Et la militante féministe Marie Coquille-Chambel a fait une tribune dans Politis où elle appelle à la dissolution de ce groupuscule, dénonçant donc son rôle présumé dans l'organisation et la médiatisation d'affrontements politiques. On l'écoute et on en parle juste après. C'est parce que j'estime qu'il y a une responsabilité immense dans le meurtre de Quentin par le collectif Némésis. Alice Cordier a tout de suite dit publiquement que c'était le collectif Némésis qui avait appelé Quentin à venir sur les lieux pour sécuriser le happening qu'elle formait devant la conférence de Rima Hassan. Ce qu'on peut voir du collectif Némésis aujourd'hui, c'est que si elles font des happenings dits pacifistes, elles sont en réalité en lien avec des collectifs fascistes armés. Et donc là, la responsabilité engagée par Alice Cordier est immense dans le meurtre de Quentin, c'est-à-dire qu'elles ont fait appel à cette personne qui, d'après Luminis, souhaitait en fait la lutte à mort. Et en fait, là, si on continue de cette façon-là, c'est-à-dire en faisant en sorte de déresponsabiliser le collectif Némésis, on va aller vers toujours plus de violence parce qu'elles ont décidé de ne plus faire appel à des services privés de sécurité, mais du coup à des services informels qui sont armés, casqués, cagoulés et munis de béquilles, etc., pour aller casser de l'Antifa. Dans le même temps, elles sont dans une présentation des événements qui est mensongère et surtout, au vu de toute la propagande en fait, fasciste qu'elles font sur les réseaux sociaux. Marie Coquille-Chambel expliquait aussi l'idéologie politique du collectif Némésis et leur rapport au féminisme. Alors, moi, je suis contre le fait qu'on dise que ce ne sont pas des militantes féministes. Pour moi, ce sont des militantes féministes, fémonationalistes, certes, mais des militantes féministes. Et surtout, il y a un grand danger aujourd'hui à gauche de leur refuser cette catégorisation-là, parce que déjà, en Italie, sous Mussolini, il y avait des ligues féministes fascistes. Donc, ça existe, en fait, ça a toujours existé. Et on ne peut pas croire que le féminisme aujourd'hui est centré à gauche. Il y a un risque total, et c'est pour ça qu'on doit avoir une colonne politique solide, de voir comment le féminisme, s'il s'allie au racisme et à l'aspect identitariste, peut mener à ces groupuscules-là. Et elles sont féministes. Elles sont féministes. Pour moi, je ne leur enlève pas ça. Mathieu, on vient d'entendre Marie Coquille-Chambel. Elle demande la dissolution du groupe Némésis. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Et notamment de cette parfois bienveillance ou indulgence du gouvernement par rapport à ce groupe d'extrême droite? Oui, alors moi sur les dissolutions, je suis toujours partagé, parce que d'un côté, je comprends très bien ce qui vient d'être dit, que le danger que représente ce mouvement pour la paix sociale, pour nos valeurs et politiquement. Maintenant, la dissolution est une pratique quand même gouvernementale autoritaire qui souvent est utilisée aussi contre les mouvements progressistes. Et j'ai toujours du mal avec la banalisation de cette pratique gouvernementale, parce qu'elle est par nature assez autoritaire. Et donc, voilà, mon côté libertaire me méfie, on va dire, se méfie un peu de cela. Maintenant, je comprends tout à fait qu'on se pose la question. Maintenant, sur ce Némésis en tant que tel, c'est en effet une association qui utilise le féminisme, mais pour taper sur les étrangers, sur l'immigration, et qui s'inscrit dans cette grande bataille culturelle de l'extrême droite et de la droite dure, qui consiste à dire qu'il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité. Parce que Némésis, tout leur raisonnement, c'est de dire immigration égale insécurité pour les femmes, égale menace contre le féminisme. Donc c'est une vision xénophobe, en effet, du féminisme, qui voit l'immigration comme une menace pour les femmes. Et c'est là où c'est très dangereux, ce groupe est très dangereux, c'est que d'une part, idéologiquement, il banalise toute cette idéologie qui est à longueur de temps répétée sur les chaînes de Bolloré, mais d'autre part, ce groupe utilise les outils du militantisme
Ce qui me frappe chez Nemesis, c'est qu'ils font des happenings, ils font des sittings, ils font comment dire, ils vont perturber des manifestations, des événements, etc. Ils utilisent en fait les codes du militantisme de gauche pour leur idéologie réactionnaire. Et c'est particulièrement dangereux parce que c'est très efficace et que c'est évidemment une menace immense pour notre pays. Paul, toi, est-ce que tu penses qu'il faudrait aussi dissoudre Nemesis comme l'État a souhaité la dissolution également de la Jeune Garde, par exemple ? Je serais plutôt d'accord avec Mathieu sur cette prudence à avoir avec la question de la dissolution. Dans l'histoire, la dissolution arrive donc après le 6 février 1934, on met cette disposition en place. Et si on regarde, effectivement, une grande partie des organisations, je crois que c'est au nombre de 120 ou 130 à peu près, qui ont été dissous, sont des organisations d'extrême droite, mais il y a aussi des dissolutions de tous les mouvements anticoloniaux. Qui ont pu avoir lieu dans la France des années 50, 60, etc. Et que c'est effectivement aussi un instrument de répression massive. Le deuxième argument qui serait contre la question de la dissolution en soi, pas nécessairement sur Nemesis, est le fait que, même les responsables de sécurité, les forces de l'ordre, etc., admettent que finalement, ce n'est pas forcément un outil très efficace pour pouvoir tenir compte d'une observation nécessaire de ces groupes, je parle des groupes d'extrême droite qui se recomposent dans la clandestinité et qui continuent leurs activités. Donc, je ne sais pas. Par contre, ce qui est clair et ce qui est évident, c'est que Nemesis est la devanture acceptable, présentable de la bête immonde. Il y a aujourd'hui un fonctionnement de l'extrême droite sous la forme d'une division du travail militant. On évoquait tout à l'heure Nanterre, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez eu des personnes de la cocarde, une liste d'étudiants qui sont venus soi-disant tractés et qui étaient accompagnés dans l'ombre, comme d'habitude, d'une dizaine de nervis armés, prêts à intervenir. Et cette division du travail s'étend dans tout le champ, puisque vous avez aussi maintenant une extrême droite électorale très fortement ancrée, le Rassemblement national ainsi que le parti d'Éric Zemmour. Et chacun vient, avoir une fonction. Et la fonction, effectivement, de Nemesis, d'un certain nombre de ces collectifs, c'est de venir ouvrir la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire de pousser au maximum à l'entrée d'idées absolument xénophobes, mais qui devraient être des délits, qui sont des délits, et de les normaliser au sein du champ politique, ce qui est encore une fois permis par la reprise de ces éléments par l'ensemble des forces dites républicaines, ou de la droite dite républicaine. Mathieu faisait la remarque que tout à l'heure, Jordan Bardella a appelé un front républicain contre la France insoumise. Ce qui est intéressant, c'est que et Laurent Wauquiez et M. Retailleau ont dit la même chose à 2 heures d'intervalle. Donc vous voyez, c'est ça les symboles qui posent problème. Justement, j'en profite et on va terminer là-dessus. Il nous reste quelques minutes. Aujourd'hui, on voit justement que c'est plutôt la France insoumise qui est prise pour cible, des menaces de mort, une alerte à la bombe aujourd'hui qui a créé l'évacuation du siège de la France insoumise. Le Premier ministre demande à LFI de faire le ménage dans ses rangs. Vous venez de le dire tous les deux, le RN et Bardella demandent à ce que LFI soit éloigné des institutions. Est-ce qu'on est en train, et ça fait plusieurs moments même que ça dure, de construire un récit dans lequel LFI est au cœur du problème démocratique et surtout, qui a intérêt à entretenir ce récit? Il nous reste 3 minutes, messieurs. C'est assez court. Je sais que la question est très large, mais alors, allez-y. Qui a intérêt? C'est l'extrême droite et la droite qui prépare son alliance avec l'extrême droite pour, dans l'hypothèse d'un deuxième tour, et l'hypothèse d'un deuxième tour avec la gauche et en particulier Jean-Luc Mélenchon, de faire le front républicain contre la gauche. Donc c'est une stratégie très efficace, diaboliquement efficace, qui est en train de s'imposer et qui donc fait de LFI le nouveau Front National et donc de Jean-Luc Mélenchon le nouveau Jean-Marie Le Pen. Je veux dire, quand on entend certaines personnes, LFI est quasiment une menace existentielle pour la France. Donc il y a eu l'instrumentalisation de ce drame, encore une fois, du drame terrible de Quentin. Elle se fait contre LFI, avec aussi une violence verbale, donc, et une montée des tensions, là, avec apparemment, il y a eu des menaces contre des députés LFI, des permanences saccagées, etc. Donc là, il y a évidemment un immense danger par rapport à ce qui se passe, mais il faut aussi que LFI prenne conscience du moment qui se joue et aussi fasse des choix.
stratégique qui soit peut-être différent de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Typiquement, je parlais du rapport à la violence. Je pense aussi, sur un certain nombre de sujets, la stratégie de la polémique, etc. Je pense qu'elle est clairement contre-productive. Il y a aussi une remise en question de la part de LFI, mais encore une fois, dire cela, ça ne veut pas du tout exonérer ce qui est en train de se passer, l'instrumentalisation qui fait d'un des principaux partis de gauche de notre pays le nouveau Front National. C'est quand même gravissime, et c'est d'autant plus gravissime évidemment que à côté, ça normalise, banalise et ça rend acceptable, même agréable, le visage de l'extrême droite, qui pourtant, dont le programme n'a absolument pas changé. Parce qu'il y a eu la mort de Jean-Marie Le Pen, on a dit Marine Le Pen a tout changé. Mais le programme du Rassemblement national, c'est toujours la fin du droit du sol, la priorité nationale, la stigmatisation, l'interdiction du vote dans l'espace public, etc. Enfin, c'est toujours un programme absolument terrifiant. Et il faut que les gens aussi se rendent compte de cela. Ceux qui ont intérêt à ça, c'est la classe dirigeante et en particulier la bourgeoisie, la classe qui est représentée, puisque l'alignement de toutes les nuances de droite sur l'extrême droite abîme profondément les structures démocratiques du pays. Je donnerai juste un exemple, puisque je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Mathieu sur leur responsabilité. C'est quand Aboubacar Cissé, en avril 2025, est assassiné de 57 coups de couteau, Madame Yalène Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, dit « Nous ne ferons pas de minute de silence parce que nous n'honorerons pas les cas individuels ». Or, aujourd'hui au Sénat, hier à l'Assemblée nationale, la République française a honoré la mort d'un militant néo-nazi. Quel est le message ? Aux nazis, la patrie reconnaissante. Voilà, ça, c'est une preuve de l'abîme dans lequel la Macronie et tous ses affidés de la droite et de l'extrême droite poussent le pays. Et c'est ça la dangerosité. C'est ça la dangerosité des légalités qu'ils font entre la gauche et entre l'extrême gauche ou la gauche et l'extrême droite. Et c'est ça, le message, c'est l'alignement idéologique sur le même agenda et donc la désignation comme adversaire de la France insoumise, mais derrière toutes les nuances de gauche qui représentent une forme d'opposition. Parce que quel est le crime de la France insoumise, c'est de tenir bon contre toutes les attaques qui ont été faites contre les droits des populations et que voilà, on leur reproche de parler trop haut tandis que leurs camarades de Némésis et compagnie continuent d'agiter le pays avec des attaques d'extrême droite de plus en plus récurrentes. Je rappellerai que d'ailleurs hier à Toulouse, il y a un bar qui a été attaqué par 15 nervis fascistes, et que il y a des représailles de plus en plus nombreuses et systématiques contre les militants de gauche qui ne suscitent absolument pas d'indignation de la part de ces belles personnes qui nous disent que la FI brutalise le débat parce qu'elle a des mots un peu forts. Bon, je trouve ça un peu ridicule. Et si on regarde l'histoire du pays, vous trouverez des discours à l'Assemblée nationale qui sont d'une violence bien plus supérieure à ce qu'on entend sur les bancs aujourd'hui, y compris de la part de la France insoumise ou du reste de la gauche. Merci beaucoup Paul, merci beaucoup Mathieu, merci pour ce débat. On se retrouve j'espère bientôt pour d'autres discussions sur l'actualité.